solennel. La réunion des représentants des forces vives du Mali, sous l'égide du médiateur Blaise Compaoré, s'est achevée hier à Ouagadougou. Ces concertations ont abouti à une déclaration solennelle, une déclaration saluée par le président Blaise Compaoré. Pour le chef de l'État burkinabé, la délégation malienne a fait preuve de responsabilité en ayant pour seul souci l'intérêt du Mali. Il a saisi cette occasion pour appeler la communauté internationale à soutenir notre pays. Nos envoyés spéciaux Dembawan et Amadou Sankaré reviennent sur le contenu de cette déclaration. Nuit dernière que le vol spécial transportant la délégation malienne en provenance de Ouagadougou s'est posé à l'aéroport international Bamako-Sénou. Une délégation qui avait pris part aux concertations sur la situation que connaît notre pays. Placée sous l'égide du président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO, cette réunion de 2 jours a été une occasion pour les différentes sensibilités de faire le point de la mise en œuvre de l'accord cadre du 6 avril dernier et de discuter de l'avenir. C'est ainsi qu'à l'issue des travaux, les forces vives du Mali ont élaboré une déclaration à 4 volets. Sur la situation au nord du Mali, les forces vives ont formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit du médiateur Blaise Compaoré. Recommande au médiateur d'engager sans délai des pourparlers entre les groupes armés du nord du Mali et les autorités de la transition dans le but de parvenir à une cessation des hostilités et au retour des réfugiés et des personnes déplacées. En appel à l'implication de la CEDEAO pour aider le Mali à restaurer son intégrité territoriale. Autre recommandation, la gestion institutionnelle de la transition. Prenant acte de la démission du Premier ministre, recommande la nomination d'un Premier ministre conformément aux dispositions de l'accord cadre du 6 avril 2012. L'acte formel de nomination sera pris par le président de la République par intérim. Recommande que la durée de la transition soit déterminée par le cadre de concertation des forces vives, visé au point 3, en tenant compte de la restauration de l'intégrité territoriale et de l'évaluation technique du processus électoral. Sur le mécanisme de suivi et d'évaluation, la déclaration solennelle recommande la création d'un cadre de concertation des forces vives du Mali placé sous l'égide du médiateur chargé de veiller à la mise en œuvre de l'accord cadre. En retour, le président du FASO a salué les résultats obtenus par les participants à cette réunion. Les résultats auxquels nous sommes parvenus au terme de nos travaux après des échanges riches et fructueux sont le fruit d'un effort collectif de l'ensemble des forces vives du Mali. L'esprit de dialogue, d'ouverture et de pragmatisme qui a prévalu tout au long des débats, ainsi que le dépassement des intérêts individuels et partisans, ont permis de placer le destin du Mali au-dessus de toute autre considération. La déclaration qui couronne nos travaux constitue un élément confortant le retour à la stabilité institutionnelle du Mali et une base fondamentale pour la mise en œuvre des modalités de restauration de l'intégrité territoriale. Dans la déclaration solennelle, les participants saluent la disponibilité et le sens de l'écoute du président du FASO et l'engagement de la CEDEAO dans la recherche de la paix au Mali. La déclaration solennelle adoptée hier par les forces vives du Mali a également été saluée par plusieurs acteurs ayant pris part aux travaux. Ils estiment que des avancées ont été enregistrées. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Il aura fallu 2 jours de huis clos pour aboutir à cette déclaration solennelle. Partis politiques, société civile, leaders religieux, tous saluent ce cadre de concertation initié par la CEDEAO. Ce qu'on peut tirer comme enseignement, en dehors du contenu de l'accord,
c'est une communion créée entre l'ensemble des Maliens engagés en dehors de tout calcul pour le Mali. Dans tout accord, il y a un début de mise en œuvre. Je pense qu'on a eu un bout et un très bon bout. C'est un bon compromis politique qui peut permettre à la classe politique malienne de se retrouver et qui peut permettre de lever beaucoup d'ambiguïté. Nous pensons que nous avons franchi une étape importante. La CEDEAO est avec nous à nos côtés. La CEDEAO va convaincre d'autres partenaires pour nous permettre de recouvrer l'intégrité territoriale, mais aussi d'apporter une réponse humanitaire quant à la souffrance de nos populations. Aujourd'hui, plus que jamais, les forces vives du Mali appellent à la cohésion et à l'entente pour un Mali plus fort. Les uns et les autres diront que ce document, il y a des insuffisances. Je suis parfaitement d'accord. Mais moi, je suis dans cette logique. Nos vieux sages disent Kartakolon, au Kanyidala, Dalangoloé. Aujourd'hui, nous n'avons pas le moyen de nous porter une porte blindée. Alors, nous allons mettre ce Kartakolon. Et progressivement chercher, mais rapidement, comment trouver une porte blindée. Ce document-là est un début. C'est un début de sortie de crise. L'accord cadre sert aujourd'hui d'un document de base pour tout ce qu'on va faire pour la suite. Je crois qu'il faut se réjouir et il faut consolider vraiment cette dynamique. La réunion a fait des prières pour un retour rapide de la paix au Mali. Nous quittons Ouagadougou. Je rappelle que tous les participants à cette rencontre ont regagné Bamako. Justement, ici à Bamako, une opération de restitution des véhicules volés lors des événements du 22 mars a été initiée aujourd'hui par le CNRDRE. Déjà, 4 voitures volées viennent d'être remises à leurs propriétaires. Le CNRDRE a profité de cette restitution pour inviter tous les détenteurs de biens volés à les restituer d'ici demain mardi. Agali Agissa. Ces 4 voitures ont été enlevées lors des événements du 22 mars 2012. Ces véhicules appartenant aux services publics et à certains privés ont été retrouvés grâce au concours de la population. Ces véhicules ont été retrouvés dans la ville, dans des domiciles de certains particuliers qui sont déjà aux arrêts parce qu'on considère que ces véhicules ont été volés. Nous sommes très ravis de pouvoir rentrer en possession de ces véhicules-là. Il y a une ambulance qui a été enlevée, mais quand même qui doit être restituée aussi. Et avec un véhicule bâché qui doit aussi être restitué. Apparemment, on nous a informés, ça doit être donc identifié. Les autorités nous ont dit que dès qu'ils finiront, ils vont restituer ces véhicules-là. Les membres du CNRDRE invitent tous les détenteurs de matériel volé à les rendre dans un bref délai. Toute personne qui a par devers lui des véhicules ou bien des objets volés lors de la nuit, lors des événements du 22, ont jusqu'à ce soir pour venir remettre les objets ici au niveau du comité. Faute de quoi, il y aura des perquisitions dans les domiciles, dans les endroits cachés, dans les champs. Partout où besoin sera, il y aura des perquisitions et ces individus seront interpellés. Les matériels rendus peuvent être recensés à Kati et à leur thème. Voilà, nous répétons donc les détenteurs de biens volés sont priés de les restituer d'ici demain mardi 17 avril. Et puis, ce communiqué apporté à votre attention, le directeur général du budget invite les billetteurs et autres chargés de salaire des agents de l'État des différents services des régions de Tombouctou, Gao et Kidal à se faire enregistrer auprès du chef de la division des ressources humaines de la direction générale du budget tous les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 16h dès audition du présent communiqué. Ce présent communiqué tient lieu de convocation. Direction à présent le Sénégal, où la communauté malienne qui y vit a organisé samedi dernier un sit-in à Dakar pour sensibiliser l'opinion internationale sur la situation du Nord Mali. Le point avec notre correspondant à Dakar, Souleymane Kantara Sissoko. La situation dans le nord du pays est préoccupante et ne doit laisser personne indifférente, avec l'occupation, la crise humanitaire et les exactions multiples. Les Maliens résidant au Sénégal, à travers différentes associations, se sont mobilisés pour un sitting à Dakar pour fustiger cette situation
dans une déclaration dite déclaration de Dakar. Il n'y a pas de Sud, il n'y a pas de Nord, il y a un Mali, un et indivisible. Nous disons non à la violation de notre intégrité territoriale. Nous demandons l'application stricte du principe de l'intangibilité de nos frontières. Nous disons surtout non à la balkanisation du Mali. Nous disons non aux multiples viols individuels et collectifs perpétrés par les islamistes contre les femmes et les jeunes filles au Nord Mali. Nous disons non aux enlèvements et à l'enrôlement des enfants et des adolescents par les islamistes à des fins militaires. La déclaration a été remise ensuite à l'ambassadeur du Mali pour transmission. C'est avec fierté que je reçois les Maliens du Sénégal pour cette grande mobilisation concernant ce que le pays est en train de vivre présentement. L'unicité du Mali n'est pas négociable. Le Mali est un, demeurera un et sera toujours indivisible. Si Dieu nous assiste, très bientôt, tous les affres que nous sommes en train de vivre dans notre chair, à travers les populations du nord et même du centre du Mali, seront relégués au stade de simples mais tristes souvenirs. La déclaration que vous venez de me remettre sera transmise, pas demain, aujourd'hui, aux plus hautes autorités. A signalé également que le collectif de la communauté malienne au Sénégal envisage d'acheminer dans les régions du Nord très prochainement des vivres, des médicaments, des couvertures par le canal d'une caravane de solidarité. Les Maliens des États-Unis, eux aussi, ne sont pas restés insensibles face à la situation que vit notre pays. Ils ont organisé hier dimanche une grande marche pacifique qui a mobilisé des centaines de personnes venues de toutes les grandes villes américaines. Une marche pour dénoncer la partition du pays et réclamer l'appui de la communauté internationale. La marche est partie de l'ambassade du Mali à Washington pour aller devant la Maison-Blanche, suivie par notre correspondant permanent Salif Sanogo. Ils sont venus d'un peu partout des États-Unis pour prendre part à cette marche inédite. C'est un chœur qu'ils ont tenu à dire non à la partition du Mali, non à l'occupation du Nord par des groupes de bandits alliés à des terroristes. On veut la paix, c'est ce qu'on est venu demander à Barack Obama ce matin. Alors, peace for Mali, la paix pour le Mali, un Mali pour tous les Maliens. Nous allons nous battre jusqu'au dernier Malien pour s'assurer que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Jamais dans l'histoire, une marche de Maliens n'avait pu passer devant la Maison-Blanche. Mais aujourd'hui, grâce à l'autorisation de la mairie de Washington, c'est aux grilles du siège de l'exécutif américain que les Maliens sont venus clamer leur hostilité à toute partition de leur territoire, tout en réclamant l'appui des grandes puissances pour le retour de la paix. Aujourd'hui, nous sommes victimes et nous avons désespérément besoin d'aide et de soutien. Notre pays et nos concitoyens de la région du nord du Mali sont pris en otage par des narcotrafiquants et des terroristes d'Al-Qaïda. Il faut que tout un chacun parmi nous oublie son ego, qu'on oublie nos promotions de carrière et qu'on pense à une seule chose, c'est qu'il y a un Mali qui est aujourd'hui divisé, qu'il faut qu'on se mobilise tous. Les Maliens des États-Unis, à travers cette marche unitaire, ont tenu à réaffirmer leur attachement au Mali un et indivisible. De même, ils ont tenu à attirer l'attention des autorités américaines sur la nécessité d'aider et d'accompagner le Mali dans ces moments difficiles de son histoire. Retour à Bamako avec cette déclaration du Rassemblement pour le développement et la solidarité, RDS, qui a appris le décès du président Ahmed Ben Bella du parti RDS, présente au peuple algérien ses condoléances les plus attristées et prie pour le repos de l'illustre disparu. Le nord du Mali, le prochain gouvernement de transition, les profils des hommes et des femmes devant en faire partie. Telles sont les questions qui étaient au centre d'une conférence de presse organisée par les SOFA de la République. La conférence souhaitait attirer l'attention des politiques pour une sortie rapide de crise. Le reportage de Adama Tangara. Cette conférence de presse des SOFA de la République avait pour but de faire connaître leur position
Quant aux missions assignées au prochain gouvernement de transition, les profils des hommes et des femmes devant en faire partie. Et enfin, leur programme d'activité de sensibilisation pour le nord du Mali. L'objectif est d'attirer l'attention des politiques qui sont à Ouaga pour une sortie de crise dans notre pays et surtout de sensibiliser les puissances qui veulent aider le Mali matériellement. Par rapport aux élections, nous disons que notre objectif, c'est que nous aboutissons à des résultats transparents, équitables et justes. Et pour connaître ces résultats, il nous faudrait à certains postes qui vont avoir des rôles très importants à jouer dans cette élection, qu'il y ait des hommes qui répondent à des critères d'intégrité, d'équité, de transparence et surtout de patriotisme, et tel le ministère de l'administration territoriale, de finances, de la communication, des affaires étrangères. Et donc quand on a des hommes intègres, compétents, patriotes, et vraiment engagés, il n'y a pas de raison qu'on aboutisse à des résultats incontestables, légitimes, et une autorité légitime et transparente, et une autorité équitablement élue. Par rapport à la crise au nord aussi, nous avons dit que vu l'urgence, vu la crise humanitaire que vivent nos populations du nord, l'urgence est d'obtenir, si vous voulez, l'urgence est d'obtenir une assistance humanitaire à ces populations-là. Les SOFA de la République, comme contribution, comptent organiser un meeting mobile dans les quartiers, les marchés sur l'enjeu de la situation. Ils comptent aussi organiser une journée dédiée aux populations du Nord, nommée Foire au Nord, où 4 stands porteront le nom des régions occupées. Il est aussi prévu par eux, dans les jours à venir, d'organiser un grand concert dont les recettes seront intégralement versées aux populations du Nord. Les nouveaux agents du bureau du vérificateur général ont prêté serment aujourd'hui. Ils sont 32 vérificateurs, assistants et chefs de mission. Ils ont désormais pour mission de veiller à la bonne gestion des finances publiques. Avant de les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions, le président du tribunal de première instance de la commune 4 leur a rappelé certaines valeurs clés à respecter, notamment le professionnalisme et le patriotisme. Le reportage de Bourama Traoré. La cérémonie des prestations de serment est toujours un moment solennel. 32 vérificateurs assistants et chefs de mission du bureau du vérificateur général se sont prêtés à cet exercice. Une cérémonie qui s'est déroulée en 2 temps. Premièrement, le rappel de la formule du serment. La formule du serment est ainsi conçue. Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République. Deuxième temps fort de cette cérémonie de prestation de serment, chacun des 32 vérificateurs assistants et chefs de mission lève la main droite et dit « Je le jure, je le jure ». Par cet acte, ces agents du bureau du vérificateur général s'engagent à veiller à la bonne gestion des finances publiques, une tâche difficile mais nécessaire. Cette cérémonie ne doit pas être considérée comme étant une sinecure, mais plutôt un sacerdoce. C'est vous inciter à faire davantage mieux, à comprendre aujourd'hui que la corruption a gangréné notre pays, la gabégie a gangréné notre pays. Nous sommes l'un des pays les plus pauvres aujourd'hui. Notre seul salut, c'est de pouvoir gérer au mieux les maigres ressources que nous avons. Après ces cris de cœur, le président Koné a renvoyé les récipiendaires dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, bonne chance aux nouveaux agents du bureau du vérificateur général. Sport à présent, football. La 17e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier au stade Modibo Keïta. La Jeanne d'Arc a gagné 2-1 face à l'AS Police. Quant au match phare de la journée, il a vu la victoire du Djoliba AC face au COB 2-0. Le résumé des 2 rencontres avec Abdul Karim Kaba. Après les différentes qualifications en 8e de finale des compétitions africaines, notamment en Ligue des champions pour le Djoliba AC et en Coupe de la Confédération pour le COB, les 2 formations se retrouvent pour le match phare de la 17e journée du championnat national de Ligue 1. Dans cette rencontre, ce sont les Verts qui attaquent les premiers. Après un bout de temps, les Rouges se ressaisissent et placent des contres. À 2 minutes de la fin de la première période, le Djoliba AC ouvre le score par son goleador, Boubacar Bangoura. C'est parti, Boubacar Bangoura Chokri dans le dos de la défense du COB. Chokri, il va peut-être marquer. Boubacar Bangoura Chokri, qui est l'opportuniste le garçon. Boubacar Bangoura Chokri,
1-0 pour les Rouges, score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Olympiens continuent sur la même lancée, comme en première période. Pendant un bon quart d'heure, les Sobe accentuent la pression et n'arrivent toujours pas à scorer. Le Djoliba AC reprend les choses en main. 72e minute, le même Boubacar Bangoura double la mise pour son équipe. Le Djoliba qui décide d'appuyer sur l'accélérateur. Boubacar Bangoura Chokri. Après ce deuxième but, les Rouges multiplient les offensives. À la suite d'une de leurs montées, le nouvel entrant Amara Fofana est fauché dans la surface de réparation. Le tir du buteur du jour, Boubacar Bangoura, est repoussé par Adama Keïta, le gardien de but de Sobe. On en restera là jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire de 2-0, le Djoliba AC conforte sa place de leader. La Jeanne d'Arc en bleu clair et l'AS Police s'affrontent pour le deuxième match du jour au stade Modibo Keïta. Après 26 minutes de jeu, la GIA ouvre les balles par Boubacar Mariko. Score qui nous conduit à la pause. L'AS Police tente tout en seconde période sans succès. 76e minute, suite à un maniement de la balle dans la surface, les policiers obtiennent un penalty, lequel sera transformé par Alain Claude Traoré, entré au cours du jeu. À un but partout, le jeu se durcit. Lorsque tout le monde voyait un nul pour ce match, Amadou Gakou Nanou, suite à une reprise de volée magnifique, brise l'espoir de l'AS Police à la 90e minute de jeu. Score final 2-1 pour la Jeanne d'Arc. Ainsi, avec cette victoire, la Jeanne d'Arc maintient sa place de 3e dans le classement. Voilà, bravo à la Jeanne d'Arc et au Djoliba AC. Football toujours cette fois à l'international. Les demi-finales allées de la Ligue des Champions se jouent mardi et mercredi. Demain, le Bayern de Munich joue contre le Real Madrid et mercredi, Chelsea rencontre le FC Barcelone. Vous pourrez suivre ces matchs en direct sur votre télévision nationale à partir de 18h30. En attendant, place à la santé. Nous vous proposons en rediffusion le sujet sur l'orthodontie, cette spécialité qui s'occupe du mal positionnement des dents dans la bouche, dents trop écartées les unes des autres ou qui sont entassées les unes sur les autres, ce qui crée un inconfort chez les individus qui en souffrent, les poussant ainsi à consulter un spécialiste. Focus Santé, c'est une réalisation de Kessira Emmanuel Dambélé. Des dents avec des attaches métalliques. Un dispositif posé en service d'orthodontie en vue de donner l'alignement souhaité à la dentition. En service d'orthodontie du centre hospitalier universitaire de dentostomatologie de Bamako, 90% des consultations se font pour des problèmes de mauvais positionnement des dents. Il peut s'agir de dents trop écartées ou diastème ou de dents paraissant comme trop pour la mâchoire ou encombrement. Des situations qui sont source de problèmes pour le patient. Les dents, c'est un ensemble au fait. Donc les dents, quand ils sont solidaires, les dents sont bien soudées, bien engrenées, les dents sont plus solides comme ça. Mais un patient qui va présenter des diastèmes, on a les dents qui sont écartées, donc isolées, et donc c'est des dents qui sont prédisposées à des chocs, à des traumatismes quand il y a un choc. À l'inverse, les patients qui présentent des encombrements, qu'est-ce qui se passe? Il y a des faces dentaires qui ne seront pas accessibles au brossage. Donc, vous vous brossez, vous avez l'impression que c'est bien fait, mais en fait, il y a des faces dentaires qui sont cachées, qui n'ont pas été accessibles. Le brossage n'a pas touché ces zones-là. Et donc, il y a des débris alimentaires qui vont s'accumuler au niveau de ces endroits. Et tout le monde sait que la carie, ça part de ces débris alimentaires. Donc, ça peut poser non seulement des problèmes de carie au niveau de ces dents, mais ça peut poser ce qu'on appelle aussi des pathologies parodontales. Il y a ça. On a aussi des patients qui viennent nous voir parce qu'il y a un problème d'halitose, la mauvaise haleine, la mauvaise hygiène buccale. Et donc, l'halitose, il se trouve qu'ils vont vous dire qu'ils se brossent comme il faut. L'hygiène est impeccable. Mais quand on regarde au fond, on se rend compte qu'il y a des zones de rétention de la plaque dentaire. Et plaque dentaire, ça rime toujours avec halitose. Diastème et encombrement font partie de ce qu'on appelle les anomalies orthodontiques. Leurs causes peuvent être héréditaires, congénitales ou fonctionnelles.
Des enfants qui vont se sucer les doigts, entre autres la tétine, le doigt. Donc la succion digitale ou bien de la tétine, ça va entraîner les dents, une proalvéolie. Une proalvéolie, c'est les dents qui sont déjetées en avant. Et donc les dents, en général, quand elles vont devant, elles vont s'espacer. Donc le problème des diastèmes, ça peut s'expliquer par ça. Hormis ça, on a des patients aussi qui ont toujours ce problème fonctionnel, qui vont plutôt interposer la langue, qui vont pousser les dents de devant avec la langue. Donc ça, on voit ça déjà dans leur manière de parler. Au niveau de la phonation, déjà, on va remarquer ça. À la longue, ça va jeter les dents en avant. Et donc, il y a ces espaces-là qui vont se créer entre les dents. Encombrement, ça, c'est la dysharmonie dento-dentaire. Et dans ces formes de dysharmonie dento-dentaire, il y a une origine héréditaire qui peut être mise en cause. On va parler de l'hérédité croisée. L'enfant peut prendre par exemple le petit maxillaire de la maman et puis les dents, on va dire, les grosses dents du papa. Et donc, évidemment, quand on va mettre ses dents sur un petit maxillaire, il va y avoir un problème d'encombrement. Souvent, au cours de la croissance, normalement, les phénomènes de dentition, il y a des dents qui doivent tomber, les dents de lait qui doivent partir pour être remplacées par les dents définitives. Donc, dans certains cas, il y a des dents de lait qui vont tarder à chuter. Et donc, la dent définitive, au lieu de sortir à la place de la dent de lait, elle va se retrouver dans une autre position. Généralement, quand les patients vont en consultation, c'est à cause d'un sourire qu'ils n'aiment pas trop ou pour un autre inconfort comme la douleur aux mâchoires, la mauvaise haleine. Surtout pour ceux qui présentent des diastèmes. Ça, c'est des patients qui vont postillonner. Enfin, quand ils parlent, il y a des jets de salive qui vont, par exemple, sortir. Donc, il y a ça. Et puis, en même temps, vu qu'il y a de l'espace entre les dents, donc quand ils vont parler, en général, on remarque ça chez certains patients, mais pas tous. Donc, quand ils vont parler, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'air qui va sortir entre les dents. Donc, c'est des patients qui vont zozoter ou bien, voilà, quand ils parlent, il y a de l'air qui va s'échapper. Donc, ça peut poser des problèmes, effectivement, au niveau de l'élocution, mais aussi au niveau de la mastication. La prise en charge de ces dysharmonies dento-maxillaires ou dento-dentaires dépend de l'âge. Pour les jeunes, elle est orthopédique et agit sur les bases osseuses, mais peut être aussi orthodontique. Donc pour ce traitement orthodontique, on va utiliser des attaches, c'est des braquettes qu'on va coller au niveau de chaque dent, qui vont servir d'ancrage. Et à partir de là, maintenant, on va mettre l'arc qui a une forme idéale, on va dire, et puis on va pousser les dents à suivre cette forme idéale d'arc. Et à la fin du traitement, on devrait avoir cette forme normale. Mesure à prendre, éviter que l'enfant suce le doigt après 6 ans, qu'il n'interpose pas la langue ou les lèvres entre les dents pour éviter l'apparition d'une anomalie. Mais quand la malformation est déjà là, mieux vaut consulter un spécialiste. Voilà, pour ceux qui souffrent de ce problème, ce n'est pas une fatalité. Vous l'avez suivi dans ce reportage. Il y a des solutions pour avoir un beau sourire. C'est tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans les éditions du soir, mais avant, à 10h et à 13h, vous serez avec Sira Bakili. Merci, bonne suite de programme à tous.